Bonjour à tous, bienvenue dans notre Zoom aujourd'hui en compagnie de Luc Laforêt. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Bergerot. Luc Laforêt, vous êtes ingénieur informatique, vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages que vous étiez venu présenter sur TV Liberté. Le premier, La crise terminale du capitalisme, et vous revenez aujourd'hui pour nous présenter cet ouvrage, Constitution, la quatrième voie, un travail issu du groupe de réflexion Une perspective, la sixième République. Alors si vous pensez déjà à une sixième République, est-ce que vous pouvez commencer par nous dire pourquoi vous pensez que la cinquième est arrivée en bout de course ? Alors, elle est arrivée en bout de course pour différentes raisons. La première raison, c'est le nombre énorme de révisions constitutionnelles. On en est à près de 30 aujourd'hui. Ça, c'est une raison, je dirais, plus conjoncturelle liée à son histoire. Et puis à ses déviances avec une place prise par le Conseil constitutionnel qui peut maintenant faire un peu ce qu'il veut avec les cavaliers législatifs ou laisser passer d'autres choses qui sont clairement inconstitutionnelles. Bon, on est arrivé, je dirais, en bout de course de ce point de vue-là, d'un point de vue pratique, je dirais. Plus fondamentalement, la Ve République, elle présente, à mon avis, deux défauts. C'est une république taillée sur mesure pour le général de Gaulle. Par lui. Par lui, voilà. Et donc, c'est vraiment... Elle est taillée pour un homme exceptionnel. Le problème, c'est que on ne peut pas se permettre d'avoir des institutions qui reposent sur un homme exceptionnel. On voit bien que des hommes exceptionnels, il n'y en a pas toujours. On a eu la chance d'en avoir un, mais on n'en a pas toujours. Des gens comme François Hollande ou notre président actuel, on voit bien qu'ils ne sont pas au même niveau, pour pas citer les autres, et pour être trop méchant. Mais voilà. Et donc, il y a un hiatus, je dirais, entre cette Constitution et le besoin d'avoir quelqu'un qui est vraiment au-dessus de la mêlée, qui est capable d'unifier, de rassembler le peuple au moins. Et autre problème, je dirais, c'est que la démarche de Gaulle, comme celle de Perón en Argentine, ou de Nasser même en Égypte, on voit que ce que j'appelle la troisième voie plus, donc cette troisième voie que prônait le général notamment, elle a été battue en brèche, elle a échoué. Partout, les USA, au travers de ces instruments comme l'USAID, la CIA et autres, est parvenue à mettre à bas tous ces régimes qui allaient dans une autre direction, qui refusaient à la fois le capitalisme et le communisme. Donc, alors justement, comment les États-Unis ont-ils réussi à mettre à bas ces États qui proposaient une troisième voie ? Parce qu'ils ont une puissance considérable et des relais locaux très puissants également. Je dirais, ils sont une puissance hégémonique aujourd'hui, ils le sont depuis la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, dans cette Troisième Guerre mondiale, cette hégémonie est battue en brèche, mais pour l'instant, elle est quand même toujours là. Et puis il y a des relais locaux avec une haute bourgeoisie mondialisée aujourd'hui qui y trouve ses intérêts. Et quelque part, ils sont tous, je dirais, alignés sur cette politique américaine. Sur l'usage qu'en a fait Emmanuel Macron de cette Ve République, diriez-vous qu'il s'est différencié des autres chefs d'État français de la Ve République ? On entend ça et là des observateurs de la vie politique annoncer que le président pourrait dissoudre l'Assemblée nationale avant la prochaine élection 2027. C'est tout à fait possible. J'ai effectivement regardé cette possibilité. Oui, c'est possible, effectivement, pour faire un peu un croc-en-jambe au prochain locataire de l'Élysée. Bon, je dois avouer que je n'attends pas grand-chose de ces élections, puisque quel que soit celui qui sera élu, même si c'était quelqu'un vraiment à droite comme Marine Le Pen ou Jordan Bardella, ou même à gauche comme Jean-Luc Mélenchon, il s'alignerait au final, je crois que Mélenchon l'a dit très récemment, que de toute façon il était hors de question de sortir de l'Union européenne, par exemple. Donc à partir de là, vous voyez, la messe est dite. Oui, il y a peut-être des candidats comme François Asselineau qui propose le Frexit depuis longtemps, ou Philippe de Villiers qui dit qu'il faut en sortir aussi de cette Union européenne. Bon. C'est un préalable, je dirais. Même si ce n'est pas suffisant, à mon sens ce n'est pas suffisant, pour ça qu'on propose une constitution, une quatrième voie qui prend un peu plus de hauteur. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant de sortir de... Pourquoi justement de l'Union européenne,
Parce qu'il y a notamment les grandes orientations de la politique économique, les GOPE, qui nous encadrent complètement. Mais si on sortait de l'Union européenne, justement? Alors, on sortirait de l'Union européenne, mais toutes ces forces dont je parlais à l'instant, elles sont toujours là. Ouais. On le voit en Grande-Bretagne, elles sont toujours là, ils sont sortis de l'Union européenne. Quelque part, les mêmes sont revenus au pouvoir, ont déjà fait traîner le Brexit pour pas qu'il ait lieu. Ouais. Il a quand même finalement réussi à avoir lieu. Et la pauvre Grande-Bretagne, aujourd'hui, se retrouve bien embêtée. Donc, il faut vraiment une alternative. Parce qu'on est dans une crise. Certes, comme je disais, vous avez eu la gentillesse de rappeler l'ouvrage La crise terminale du capitalisme, mais c'est une crise qui nous amène dans une crise de civilisation. Et donc, pour être à la hauteur, je pense qu'il faut vraiment viser au-delà de simplement une reprise de souveraineté nécessaire, mais insuffisante. Alors, cette alternative, elle passe, vous l'expliquez dans votre ouvrage, Luc Laforêt, par un dépassement de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, puisqu'elle ne nous a pas protégés, dites-vous, de la situation actuelle de barbarie. Alors, comment vous expliquez cette dérive progressive de notre état de droit à cause de ces droits de l'homme ? Alors, à cause de ces droits de l'homme, oui, c'est une conséquence quand même différée. Au départ, les droits de l'homme, tels qu'ils ont été exprimés, ont porté quand même un progrès certain. Mais aujourd'hui, dans cette phase néolibérale, où il faut absolument tout déconstruire, tout détruire. Moi, j'aime pas le terme de déconstruire, c'est le terme démolir, moi, que j'emploie. Et vous me parliez de Macron à l'instant, quel est son apport ? Son apport, c'est la démolition du pays, de la France, de la nation. C'est ça, en fait, qu'il est en train de faire, ce personnage, et celui qui le succédera poursuivra son œuvre s'il est dans la même veine, vous voyez. Et donc c'est à ça qu'on est, cette situation de barbarie dont on parlait l'année dernière, eh bien c'est une impasse, et c'est une impasse qu'il faut absolument dépasser. Et alors, pourquoi est-ce que la Déclaration des droits de l'homme s'avère insuffisante ? Pourtant, dans son préambule, elle parle du droit naturel. Le droit naturel, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait ce que doit la société, ce que doit permettre la société à chaque personne, à chaque individu et à chaque collectivité pour vivre en société, justement. C'est ce que Simone Veil, la philosophe, appelait les obligations envers l'être humain. Et donc, c'est à partir de là que se forme le contrat social, parce que en contrepartie de ça, l'homme abandonne sa légitime violence, je dirais, sa capacité à se défendre lui-même. Il délègue ça à l'État, à la nation, aux institutions, mais en contrepartie, il faut que ces droits naturels, qui sont issus de notre caractère, ce que j'appelle moi un caractère double, à la fois naturel et artificiel, soit respecté. C'est ça, en fait. Et c'est l'expression imparfaite de ces droits naturels dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui fait qu'on peut arriver à ces dérives. C'est pour ça que nous avons mis dans le préambule de la Constitution que nous proposons à la 4e loi, en s'inspirant très largement de Simone Veil, la philosophe, morte en 1943, et de Michel Plouscar, le sociologue et philosophe communiste. Nous avons un petit peu fait une synthèse de tout ça pour, en fait, aboutir à quelque chose de beaucoup plus solide. Mais ce droit naturel qui, dites-vous, est issu de notre caractère, comment a-t-il émergé ? Qui l'a qui l'a rendu lisible ? Le premier à en avoir parlé, ça a été Aristote, enfin à ma connaissance, tout du moins dans l'Antiquité, peut-être qu'il y a eu d'autres avant, mais je ne crois pas. Aristote en a évoqué en montrant justement les difficultés de ce droit naturel qui est à la fois intemporel et éternel, pour en prendre les termes de Simone Veil, mais en même temps variable. C'est-à-dire qu'à chaque situation particulière, il s'adapte en définitive. C'est pas comme le Deutéronome ou les 10 commandements, c'est pas quelque chose qui est figé une fois pour toutes. Ouais. C'est d'ailleurs pour ça que dans la Constitution, à la fois nous mettons en surplomb ces principes, ces guides intemporels, éternels, mais en même temps, dans leur application, nous généralisons la notion de tribunal populaire, de telle sorte que à chaque fois ça soit réinstancié, mais réinstancié par le peuple. D'ailleurs, c'est un des moyens de s'approprier par les citoyens la vie citoyenne, justement, notamment par l'exercice de la justice.
Alors, vous évoquiez tout à l'heure cette troisième voie qui a été tracée par des chefs d'État comme De Gaulle, Nasser. Vous proposez la quatrième voie. En quoi consiste-t-elle ? Alors, la quatrième voie, c'est justement en tirant parti de ces expériences du passé, des deux, je dirais, voies traditionnelles, donc le capitalisme et son alternative socialiste-communiste, il y a eu des tentatives de troisième voie. Et il y en a plein, il y en a encore aujourd'hui. Poutine, aujourd'hui, en Russie, c'est aussi une forme de troisième voie. Ce que j'appelle moi la troisième voie plus, De Gaulle, etc. Mais la Chine ou le Vietnam, qui font un mélange de communisme et de capitalisme et de libéralisme, sont aussi dans cette voie médiane entre le capitalisme et le socialisme. Est-ce qu'en Chine, c'est ce qu'on pourrait appeler le socialisme fabien, le communisme pour les masses et puis le libéralisme pour les élites ? Je suis pas, c'est beaucoup plus large que ça. Il y a une petite bourgeoisie je crois, de 200 à 300 millions de personnes en Chine quand même. C'est considérable. C'est donc c'est pas marginal du tout, quoi. Même si c'est pas la majorité de la population, c'est quand même 20%, 20 ou 30% de la population. C'est quand même considérable. Je dirais que c'est la limite, je dirais, de ces démarches, parce qu'on voit bien que eux aussi, quelque part, ils vont finir par restaurer le capitalisme. Il y a déjà eu des tentatives avec Hu Jintao, ce qui se passe un peu à Cuba également aujourd'hui, avec les réformes qui ont été annoncées récemment. En fait, le communisme, j'ai envie de dire, ou le socialisme, c'est la ruse de l'histoire pour réinstaurer le capitalisme, en définitive. La quatrième voie rompt réellement avec ça, en disant on passe d'un modèle de société où il y a une classe dominante, la noblesse, la bourgeoisie, la haute bourgeoisie, à un modèle beaucoup plus structuré, donc plus difficile à accoucher, où il y a deux classes de force moyenne, mais qui représentent 90% de la population, qui sont le prolétariat, le salariat et la petite et moyenne bourgeoisie, qui sont poreuses d'ailleurs, ces deux classes. Parce qu'il y a souvent des gens qui passent de l'une à l'autre assez facilement, qui sont toujours en opposition, coopération permanente. En fait, ce qu'on dit, c'est... Vous proposez une réconciliation entre ces deux classes ? Surtout pas. Non. Surtout pas. C'est ça la troisième voie. La troisième voie, en fait, ils croient qu'on va pouvoir se mettre tous d'accord et qu'on va y arriver. Non. Ce que dit la quatrième voie, c'est qu'il y a inéluctabilité de la lutte de classe. Même les communistes disent pas ça. Avec leur société sans classe, au final, ils disent on va finir par être tous gentils. Enfin, c'est les anarchistes aussi, et tout le monde va être tout le monde. Non, nous constatons qu'il y a irréductibilité de la lutte de classe, mais nous proposons un système qui permet de l'entretenir sans avoir les extrêmes riches, les extrêmement puissants qui peuvent faire ce qu'ils veulent, et de l'autre côté, les extrêmement pauvres qui sont les générateurs de mafia. Et on le voit bien aujourd'hui en France également. Oui. Donc parmi les objectifs présidents à l'architecture que vous proposez dans votre constitution, vous préconisez parmi d'autres la fin de la représentation et une démocratie directe beaucoup plus développée qu'on l'a aujourd'hui. Il y a quasiment plus de démocratie directe puisque le dernier référendum c'était en 2005 et plus rien depuis, sans compter que ce dernier référendum a été bafoué. Donc plus de représentation, est-ce que ça veut dire plus de président de la République, plus d'Assemblée nationale ? Alors, plus de président de la République en tant que tel, dans les formes actuelles, oui, effectivement. Alors nous, ce qu'on appelle, ça une démocratie délégative. Avec, je dirais, à 3 niveaux. D'ailleurs, dans le glossaire de la Constitution, on définit les 3 types de mandats. Le mandat impératif, et pour nous, on le limite, ce mandat impératif, où, je dirais, les mandants n'ont pas de marge de manœuvre, c'est le référendum. À partir du moment où il y a un référendum, on a été suffisamment dans les détails pour adopter une disposition, donc il n'y a pas à discuter, c'est le mandat impératif strict. Mandat délégatif, où en fait on est élu sur le délégué est élu sur la base d'une mission, et nous, pour accomplir cette mission, il a une certaine latitude. Ce que ne permet pas le mandat impératif pris au sens strict du terme. Et puis, il y a le mandat représentatif. Aujourd'hui, c'est ce à quoi nous, dans la situation dans laquelle nous sommes, où le pouvoir est approprié par les élus et dépossède de fait le pouvoir du peuple. Donc là, on a un vrai problème, puisque là, parce que le pouvoir peut se déléguer, mais il ne peut pas se partager.
Et donc, c'est la limite de la situation actuelle et des démocraties représentatives, avec un recours, vous avez raison, important à des référendums, justement, dès que c'est nécessaire, notamment au travers du référendum d'initiative citoyenne, bien sûr. Donc vous remettez en question le système parlementaire. Est-ce que vous pensez qu'il est, selon vous, l'arme de ce que vous appelez la haute bourgeoisie, que d'autres appellent l'oligarchie? Oui, oui. Alors, on ne remet pas en cause l'Assemblée nationale, parce que s'il y a des délégués, ces délégués, il faut bien qu'ils se réunissent et qu'ils travaillent, ils vont élire un gouvernement. Il faut aussi avoir des relations avec les pays étrangers, avoir des ministres, avoir des ambassades. Il faut des gens pour s'occuper de ça au jour le jour. La démocratie directe, ça voudrait dire que tout le monde, vraiment intégral, absolu, ça voudrait dire que tout le monde participe tout le temps à toutes les décisions, à toutes les échelles. Ça, c'est pas possible. Il suffit d'énoncer cela pour montrer que ça n'a pas de sens, quoi. Ça Donc on est obligé. Sous l'Antiquité, dans la Grèce antique, et encore, tout le monde n'était pas citoyen, il y avait des limites. Voilà, absolument. Puis vous en parlerez à Socrate, parce que c'était qui a été quand même, qui a bu la ciguë, hein, qui a été fatal sur décision justement d'une assemblée, et d'une assemblée où les sophistes, c'est-à-dire les beaux parleurs, étaient les maîtres. Démosthène, entre autres. Alors, pour réguler et contrôler ces forces, vous les citez, les classes sociales, les lobbies, l'État profond, on en parle beaucoup à TV Liberté, vous proposez la mise en place d'une chambre des forces productives. Alors, comment fonctionnerait-elle? Alors ça, c'est un apport de Michel Clouscar, justement, dans son dernier ouvrage, Refondation progressiste, où il propose justement cette chambre des forces productives. Donc nous l'avons un petit peu donné de la chair, de la consistance. Elle serait composée en 3 parties. Une partie du patronat, donc la petite et moyenne bourgeoisie, le salariat prolétariat, donc deux gros tiers, c'est les 2 gros tiers, et un 3e tiers composé de différentes autres classes sociales, dont les agriculteurs et forment la plus grande partie, et qui devraient prendre des décisions aux 2 tiers et qui seraient en charge. Ce qui ressemble un petit peu aujourd'hui à ça, je dirais, à toute proportion gardée, ça serait les chambres de commerce et d'industrie, les chambres d'agriculture, les chambres de métiers, et avec une introduction beaucoup plus importante justement des salariés à l'intérieur, et qui, en fait, administrerait également les grandes entreprises qui seraient citoyennes. Est-ce que c'est le retour des corporations, entre guillemets, ce que vous proposez? Alors, contrairement à Valérie Bugeaud, qui pense à un retour justement aux corporations de l'Ancien Régime sous le roi. Non, c'est vraiment différent. C'est-à-dire que justement ce que j'expliquais là sur les grandes entreprises, dès qu'elles dépassent une certaine taille, elles doivent devenir citoyennes ou bien être divisées en reprises par exemple par les salariés, etc., par les cadres et les salariés. Mais à partir du moment où elles gardent une certaine taille, et dans une taille industrielle, donc c'est là où on rompt avec les corporations, elles deviennent chapeautées, je dirais, par cette chambre des forces productives. C'est-à-dire que ce n'est plus l'État, comme aujourd'hui, ce n'est plus une administration qui gère. C'est souvent ce qu'on reproche aux nationalisations, aux entreprises nationalisées, c'est qu'elles sont déconnectées un petit peu, sont gérées par des administrateurs qui sont des fonctionnaires, au fond, et qui ne sont pas en contact avec le terrain. Or que là, il y aurait quand même, ça serait nourris justement par ces classes de petite bourgeoisie, de salariat qui, eux, seraient effectivement sur le terrain, avec évidemment donc une déclinaison à l'échelle nationale, puis des déclinaisons à l'échelle locale tout à fait envisageables également. Alors j'imagine déjà des commentaires de nos téléspectateurs ou certains d'entre eux qui pourraient nous dire mais ce que nous propose Luc Laforest, c'est le retour des soviets, le contrôle de grandes entreprises par des forces non démocratiques. Alors effectivement, il n'y a pas... C'est là la limite, c'est pour ça que je n'appellerais pas ça démocratie directe, puisque effectivement, ces forces-là, ce sont les forces sociales réelles. Et les forces ne sont pas proportionnelles au nombre de gens. Les gens qui sont fortunés ont plus de puissance que ceux qui sont moins, et ils sont pourtant moins nombreux. Donc c'est les limites, je dirais, de la démocratie, telle que pourrait l'envisager quelqu'un comme Étienne Chouard ou d'autres personnes comme ça.
Effectivement, là, on a une... Alors, on n'est pas dans les soviets, parce que les soviets, c'est précisément la forme de la nationalisation, où c'est l'État d'en haut qui impose ces choses. Là, au contraire, ça vient de la base, je dirais. Mais effectivement, on va retrouver malgré tout des choses qui vont aller dans une forme de socialisation. Parce que la socialisation de la société, elle est inéluctable. J'en parle dans ce livre. C'est-à-dire que si vous avez des industries et des choses qui sont grosses, fatalement, l'impact de ces choses grosses deviennent majeurs dans la société. Et donc, est-il acceptable que ça soit un seul personne, un Elon Musk, une personne comme ça, ou un Bill Gates qui décide à lui tout seul pour des millions et des millions de personnes? Je ne le crois pas. Il faut introduire une forme. Alors, c'est pas la démocratie totale, mais mais c'est quand même un progrès dans ce sens-là. Après, je dirais, ce qu'il faut bien voir, c'est que cette proposition de constitution, en fait, actuellement, nous sommes dans une spirale régressive. En fait, c'est la première brique, c'est le fond de la piscine, au fond, où on va pouvoir rebondir, mais après, pour évoluer vers une amélioration. Justement, c'est ce jeu des forces qui va faire que on va faire évoluer la Constitution, et elle se perfectionnera au fur et à mesure du temps. Alors vous êtes, on l'a compris, dans une forme de souverainisme, comme le dirait Loïc Chéniaud, intégral, à la fois politique et économique. Donc ce souverainisme est de fait une proposition indirectement de sortie de l'Union européenne. Les Français... Ils sont divisés sur la question du Frexit, c'est ce que certains appellent la sortie de l'Union européenne pour la France. Comment ça pourrait se passer un Frexit en France ? Alors, est-ce qu'il y aurait des difficultés économiques ? Enfin, on nous promet, certains candidats d'anciennes présidences nous promettaient des problèmes en catastrophe si une telle chose arrivait. Alors, il y aurait forcément une phase de transition. Bon, après, effectivement, on peut activer l'article 50 du traité de Lisbonne pour sortir de l'Union européenne. Je dirais, les propositions de Frexit qui sont faites aujourd'hui, je dis sèches, on en a parlé tout à l'heure avec la Grande-Bretagne, le problème c'est que c'est bien, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Parce que le problème, il est civilisationnel. Le capitalisme est pourrissant à un tel point qu'il pourrit les civilisations auxquelles il se déploie. Notre civilisation, mais il ne faut pas croire, les autres civilisations aussi, y compris en Chine et ailleurs, il contamine en définitive toutes les civilisations. Et donc, il faut une réponse à la hauteur de niveau civilisationnel qui concerne les volets politiques, comme ou métapolitiques, en l'occurrence pour la Constitution que nous proposons, mais également d'autres dimensions comme spirituelle, sentimentale ou idéologique également. Est-ce que le problème du capitalisme, au fond, ne vient pas du fait qu'il est internationalisé, mondialisé ? Si l'on revenait à une forme de capitalisme national, qu'est-ce que vous en diriez ? Je dirais déjà, ça serait un retour en arrière. Ça n'arrive jamais, sauf énorme barbarie. Donc ça, déjà, ça serait pas dans le sens de l'histoire. Donc déjà, ça serait un problème. Et puis, je dirais, les contradictions du capitalisme, elles sont ce qu'elles sont. Si vous voulez, Marx, à son époque, au XIXe siècle, les avait déjà énoncées. Pourtant, même s'il y avait une forme de mondialisation au travers des colonies, il restait quand même, il y avait une base nationale qui était très forte. Ça n'empêchait pas les contradictions du capitalisme de s'exprimer. Je pense que vraiment le problème fondamental, c'est l'accumulation illimitée du capital. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait une haute bourgeoisie, très haute bourgeoisie. Je pense que la petite bourgeoisie, comme je disais tout à l'heure, les entrepreneurs, des petits artisans, des petits commerçants, voilà, il y a une porosité avec le salariat. De toute façon, des gens qui sont un petit peu ambitieux, qui ont envie de faire des choses, ils vont devenir petits bourgeois, travailleurs indépendants ou autres. Voilà, et à 3/4 des gens, ça leur suffit. Sauf que il y a des gens qui n'en ont jamais assez, parce que c'est la règle du capital qui doit s'accumuler. Et donc, il est à l'étroit dans les frontières nationales. Il faut qu'il sorte des frontières nationales systématiquement. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils veulent détruire les nations. Le rôle de Macron, c'est vraiment ça, c'est de détruire la nation française pour qu'il n'y ait plus que des individus, en définitive. Je voyais, par exemple, je lisais hier soir Alexandre Douguine qui s'interrogeait sur quelle était la motivation, pourquoi est-ce que dans nos pays, des gens comme Macron détruisent nos sociétés.
mais ils détruisent nos sociétés, détruisent nos nations, pour n'avoir affaire qu'à des individus, et n'avoir rien en face d'eux, que des gens fluides, liquides, qui ne sont que des agents de la marchandise, en définitive. Et De Gaulle le disait déjà dans les années 60, le capitalisme, du point de vue de l'homme, n'est pas une solution satisfaisante. Et enfin, votre nouvelle République, Luc Laforêt, s'oblige vis-à-vis des citoyens à remplir un certain nombre de besoins répartis en 2 catégories, les besoins du corps et de l'âme. Quels sont-ils alors ? Alors, vous avez dit votre Constitution, certes, j'anime le groupe Une perspective de la 6ème République, j'insiste sur le fait que c'est un ouvrage collectif, il y a plusieurs dizaines de personnes qui ont travaillé à un moment ou à un autre avec des contributions de différents niveaux pour élaborer et enrichir la Constitution que nous proposons. Donc c'est pas simplement, là, c'est pas un ouvrage, je dirais, simplement de Luc Laforêt, même si je ne dis pas être l'animateur de cette orientation. Pour revenir à votre question, les besoins du corps et de l'âme, vous allez les trouver, par exemple, sur notre site. Donc là, on les énonce. Là, il y a un certain nombre de besoins du corps que nous avons énoncés nous-mêmes, puisque Simone Veil n'a pas jugé bon de les énoncer dans son ouvrage L'Enracinement, puisque effectivement, on les identifie beaucoup plus facilement, les besoins du corps. Elle s'est concentrée sur les besoins de l'âme, qui étaient beaucoup plus difficiles à identifier. Et donc nous les avons créés, mais nous avons déterminés. Et puis après, les besoins de l'âme, nous nous appuyons pour l'essentiel sur les travaux de Simone Veil et de Michel Clouscar. L'ordre, le travail, la liberté, des notions comme ça. Alors le travail, justement, c'est l'apport de Michel Clouscar, justement. C'est le travail ne fait pas partie des besoins qui étaient identifiés par Simone Veil. Curieusement, et je pense, moi dans mon explication, dans le prochain ouvrage, que peut-être on discutera dans quelques mois, justement, il y a une justification de pourquoi est-ce qu'on a mis le travail si haut. Parce qu'en fait, le travail, c'est la production. Ils répondent à l'ensemble des besoins du corps. Si elle avait énoncé aussi les besoins du corps, elle aurait bien vu que, comme elle essaie de faire des dualités, ce sont des couples de dualité, en fait, ces besoins de l'âme. Et alors, elle se serait aperçue que, face aux besoins du corps, qui sont des besoins de consommation, pour l'essentiel, il faut bien qu'il y ait une production en face. Et donc, il faut bien qu'il y ait quelque chose, le travail, qui y réponde. Ce qui revient à ce que je parlais tout à l'heure de notre caractère, le caractère double de l'homme, à la fois fait de nature, mais également fait d'artifice. La parole, par exemple, ça fait partie des artifices. Et le travail en fait partie aussi. Nous partageons ça avec d'autres espèces, il ne faut pas croire. Le castor, par exemple, ou même les oiseaux qui fabriquent des nids, nous produisons. On produit des choses. Et donc, ça fait partie de ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que, dans l'architecture, je dirais, de la Constitution que nous proposons, il y a d'une part la Chambre constitutionnelle qui se substitue complètement à la Chambre, au Conseil constitutionnel, Conseil d'État, etc., qui est là comme le gardien, je dirais, du droit naturel, donc de ce dont on essaie tout à l'heure, et la Chambre des forces productives qui, elle, s'occupe justement des artifices, des productions, qui sont, et notamment des productions matérielles, et de répondre à ces besoins-là. Donc on voit bien que tout ça, en fait, a une cohérence complète. On va retrouver la cohérence entre le niveau philosophique, les niveaux institutionnels, y compris les niveaux pratiques, comme je parlais tout à l'heure des tribunaux populaires notamment. Une cohérence anthropologique que vous avez essayé de réunir dans votre ouvrage, donc Luc Laforêt, Constitution, la 4e voie, que nos téléspectateurs pourront retrouver comme d'habitude sur la boutique de TVL. Merci à vous, monsieur. Merci à vous, monsieur.